Dans la ville vibrante de Bonalamba, là où les matinées s'ouvrent sur le champ des vendeuses de beignets et où la chaleur semble suspendue aux fils électriques, vivaient deux femmes que tout le monde appelait les besties. Awa et Mireille. Incomparables. Inébranlables. Inséparables. Leur amitié remontait au lycée. À l'époque, elles se prêtaient les mêmes tresses, les mêmes bijoux fantaisie, et même les mêmes rêves de grandeur. Quand Awa voulait devenir infirmière, Mireille rêvait d'être patronne d'une marque de luxe. Deux mondes différents, mais une complicité indéfectible, tissée entre les éclats de rire, les confidences chuchotées entre les cours, et les larmes séchées sur les bancs du jardin public de Bonalamba. Le temps avait passé, et leur chemin avait pris des directions contrastées. Awa, la douce, s'était mariée jeune, par amour, à Malik. Un homme au regard calme, aux gestes lents et sûrs, à la voix grave qui vibrait comme un tambour rassurant dans les oreilles d'Awa. Il travaillait le bois, le ciselait, le caressait comme un poème. Dans son atelier, chaque meuble racontait une histoire, chaque planche semblait porter l'empreinte de son dévouement. Il n'était ni riche ni flamboyant, mais il était stable, honnête. Et pour Awa, c'était suffisant. Peut-être même plus que ça. Mireille, quant à elle, avait choisi un homme plus âgé, ou placé dans une entreprise internationale, toujours entre deux avions, toujours entre deux excuses. Elle disait en riant qu'elle n'avait pas épousé un homme, mais un mythe. Pourtant, Mireille ne manquait de rien. Sa maison avait des bails vitrés, des rideaux importés de Dubaï, des parfums qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de Malik. Elle avait ce que la plupart des femmes de Bonalamba enviaient en silence, le confort, le luxe, la liberté de ne rien demander à personne. Mais ce que peu voyaient, c'était ce vide sournois dans ses yeux quand elle regardait Awa et Malik. Un vide qui se remplissait parfois de flammes. Mireille n'enviait pas l'argent d'Awa, elle en avait bien plus. Elle n'enviait pas sa maison, ni sa robe, ni ses chaussures plates. Elle enviait la paix. Cette tendresse évidente entre Awa et Malik. Ce petit sourire qu'il posait sur elle quand elle parlait trop. Ce silence complice qu'ils partageaient quand ils marchaient ensemble au marché, comme deux vieux amoureux. Et surtout, elle enviait la confiance. Cette confiance nue, pure, que Malik avait en sa femme. Mais Mireille ne disait rien. Elle regardait. Elle analysait. Elle tissait, lentement, une toile. Tu sais que tu pourrais te permettre quelques distractions, hein? Glissait-elle parfois à Awa, en sirotant un vin rouge hors de prix. Awa la regardait, surprise, toujours un peu amusée. Quelle distraction! Eh bien, des hommes qui t'apprécient, qui te regardent. Ne fais pas comme si tu ne les voyais pas. Tu es belle, douce, fine. Pourquoi vivre comme si Malik était ton propriétaire? Les hommes, Awa, ce sont eux qui s'amusent. Toi aussi, tu as le droit de souffler. Awa riait, mais son rire sonnait creux. Au fond d'elle, il y avait une gêne. Pas un jugement, non. Mais un malaise qu'elle enfouissait rapidement. Tu sais que je suis pas comme ça, Mireille. Justement, c'est ça ton problème. Tu n'es pas comme ça. Puis Mireille se replongeait dans ses récits de voyages, de dîners dans les grands hôtels de Kinshasa, de chaussures Louboutin et de sacs achetés sans réfléchir. Elle parlait fort, elle riait fort, elle aimait briller. Et Awa l'écoutait avec fascination, mais aussi avec une sorte de tristesse secrète. Car derrière tout ce luxe, elle sentait quelque chose de creux. Mais Awa restait fidèle à Mireille. Parce qu'une amitié ne se jette pas, surtout quand elle a survécu à tant d'années. Elle la défendait même quand sa mère fronçait les sourcils. Un soir, alors qu'elle regardait de vieilles photos sur un téléphone, Awa montra à sa mère une image d'elle, bras dessus, bras dessous, lors de son anniversaire surprise. La mère laissa ses yeux glisser lentement sur l'écran, puis fixa Awa, son regard devenu froid comme l'eau d'un puits profond. Cette fille-là, je ne la sens pas. Elle a une lumière fausse dans les yeux. Ce genre de sourire qui cache une morsure. Maman, s'il te plaît. Tu la juges trop vite. Je suis une femme, Awa. Et les femmes sentent ce que d'autres femmes essaient de cacher. Elle ne te veut pas du bien. Elle te copie. Elle t'envie. Mais elle te détruirait pour prendre ta place. Awa avait haussé les épaules, agacée. Elle adorait sa mère, mais elle détestait cette façon qu'elle avait de flairer les dangers invisibles. Elle pensait que c'était de la paranoïa, une vieille méfiance ancrée dans les années. Et puis, Mireille lui avait tant donné, du soutien, des cadeaux, des rires.
Comment croire qu'une femme qui vous offre autant pourrait nourrir de la jalousie? Mais ce qu'Awa ne savait pas, c'est que Mireille avait observé Malik en silence pendant des années. D'abord par curiosité. Puis avec admiration. Et un jour, avec désir. Elle s'était surprise à imaginer ce que cela ferait, que ce soit lui qui lui serve un verre, qui l'écoute en silence, qui la regarde avec ses yeux tranquilles. Elle s'était surprise à rêver d'une autre vie, celle d'Awa. Mais elle ne se contentait pas de rêver. Petit à petit, elle semait des doutes, elle enfonçait des pointes dans les failles du couple. Et Malik, lui, restait fidèle. Mais il n'était pas aveugle. Il avait remarqué, parfois, les regards prolongés de Mireille, les gestes un peu trop lents, les compliments chargés de sous-entendus. Un jour, en sortant de son atelier, il trouva Mireille qui l'attendait sous prétexte de lui confier un meuble à réparer. « Tu sais que tu es un homme bien, Malik. Rare. Beaucoup de femmes te désireraient si Awa n'avait pas mis la main sur toi. » Il avait souri, gêné. Mais il n'avait rien répondu. Juste un hochement de tête. Et il était rentré, plus tôt que prévu ce jour-là. Ce soir-là, dans le silence du lit conjugal, il avait pris la main d'Awa et l'avait serrée sans mots. Elle, surprise, s'était retournée vers lui, son cœur battant. « Tu sais que je t'aime, hein » murmura-t-il. « Bien sûr » répondit-elle dans un souffle. Cette nuit-là, ils restèrent longtemps éveillés, couchés côte à côte, comme s'ils avaient besoin de s'assurer que l'autre était bien réel. Awa avait la tête posée contre l'épaule de Malik, et ses doigts dessinaient distraitement des cercles invisibles sur sa poitrine. Elle ne disait rien. Il ne posait pas de questions. Il la regardait simplement respirer, comme si chaque souffle d'elle calmait quelque chose de profond en lui. Il y avait eu des nuits de passion entre eux, des nuits de rire, des nuits banales aussi. Mais celle-ci était différente. C'était une nuit où les cœurs avaient parlé sans mots. Une nuit où le silence était plein. Plein de tout ce qu'ils n'osaient pas encore dire, plein de gratitude, de douleur mêlée à la tendresse, et d'un amour qui essayait de reprendre racine, doucement. Les jours reprirent leur cours dans la ville de Bonalamba, avec leurs nuances familières et leur lot d'habitudes rassurantes. Les matins s'égrenaient entre les appels du marchand de charbon et les klaxons impatients des taxis collectifs. Awa, toujours vêtue de ses pagnes bien nouées et de son sourire discret, poursuivait sa routine entre les tâches ménagères, quelques consultations à l'infirmerie du quartier, et les repas qu'elle préparait avec amour pour Malik. Dans leur maison simple mais chaleureuse, les murs étaient décorés de photos encadrées, de souvenirs d'anniversaire, de petits mots doux griffonnés et punaisés près du miroir. Leur quotidien n'était pas spectaculaire, mais il vibrait d'authenticité. Il y avait dans chaque geste une tendresse retenue, dans chaque regard une promesse silencieuse. Mireille, elle, oscillait entre ses voyages et ses retours. Mais depuis quelque temps, elle revenait plus souvent. Elle passait chez Awa à l'improviste, déposait des sacs de provisions importées, apportait du vin, riait fort, restait plus longtemps. Awa, toujours accueillante, ne se méfiait pas. Mais Malik, lui, devenait de plus en plus silencieux en sa présence. Il faisait semblant de ne rien voir, mais sa mâchoire se contractait quand Mireille entrait dans la pièce avec son parfum envahissant et ses phrases trop pleines de sous-entendus. Un soir, alors qu'il finissait de dîner, Mireille avait proposé de sortir en ville. Juste une soirée, avait-elle insisté. Une pause. Tu travailles trop, Awa. Et Malik comprendra. Awa avait hésité. Puis elle avait accepté, par politesse, par amitié, par lassitude peut-être. Ce soir-là, elles étaient rentrées tard. Très tard. Awa avait eu un mal de tête persistant, un sentiment confus d'avoir été emporté dans un monde qui n'était pas le sien, un monde où l'on dansait pour oublier, où l'on riait trop fort pour ne pas pleurer. Malik l'avait attendu sur le canapé, le regard éteint. Il n'avait rien dit. Mais son silence avait plus de poids qu'un reproche. Awa s'était assise près de lui, lui avait pris la main, et dans un soupir chargé de remords, elle avait murmuré. « Je suis là. Je suis toujours là. » Il avait hoché la tête. Et son regard, cette nuit-là, semblait dire « Reste comme tu es. Ne change pas. Ne te perds pas dans l'ombre d'une autre. » Puis un matin, un samedi d'ordinaire paisible, le téléphone d'Awa vibra avec insistance. Elle reconnut le numéro de Mireille, mais c'est une voix étranglée qui répondit à l'autre bout. C'est la bonne de Mireille. Madame est effondrée. Son mari, il est mort cette nuit. Awa sentit son cœur se serrer.
Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Crise cardiaque. Subite. Il s'est effondré dans le salon, devant elle. Elle a appelé les secours, trop tard. Le reste des mots se perdit dans un bruit sourd. Hawa lâcha le téléphone, les jambes coupées. Elle appela Malik, d'une voix étranglée. Il accourut, la soutint, écouta. Puis il ferma les yeux, longuement. Le deuil s'installa dans Bonalamba comme un nuage bas, chargé d'humidité et de rumeurs. La maison vitrée de Mireille, si souvent remplie de musique, était désormais muette comme un caveau. Les rideaux épais restaient tirés. Le portail, jadis toujours ouvert, grinçait désormais à peine. Mireille, elle, ne parlait plus. Ne riait plus. Ne s'habillait plus en soie ni en satin. Elle errait dans sa maison comme une âme suspendue. Les voisins disaient qu'on l'avait vue plusieurs fois pleurer à genoux devant le fauteuil vide de son mari, ses ongles enfoncés dans les coussins, ses cheveux défaits, murmurant des choses incompréhensibles. Hawa, bouleversée, alla la voir. Elle entra dans cette maison qu'elle avait toujours trouvée trop grande, trop froide malgré sa beauté. Mireille était là, recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges, le visage bouffi par les larmes. « Je suis là », dit doucement Hawa. Mireille ne répondit pas tout de suite. Elle leva lentement la tête, et dans ses yeux se mêlaient l'épuisement, la douleur, et une autre chose. Quelque chose de trouble. Une étincelle étrange. Hawa s'était accroupie devant elle, posant une main douce sur son genou. Le contact était léger, presque timide, comme si elle n'osait pas briser la fragilité de ce moment. Mireille, les yeux perdus dans le vague, ne réagissait pas. Son regard semblait figé dans une douleur figée, mais il y avait là aussi une chose indéfinissable, une dureté à peine perceptible, un froid inattendu dans cette détresse pourtant si bruyante. Hawa ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas du rejet. Ni de la peur. Plutôt une gêne sourde, un frisson inexplicable. Comme si quelque chose sonnait faux. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment pour interroger ses intuitions. Mireille pleurait, et elle était seule. Et Hawa, fidèle à elle-même, ne savait pas rester insensible à la douleur, même quand celle-ci avait un goût étrange. Les jours qui suivirent les obsèques furent empreints d'un silence pesant dans toute la ville de Bonalamba. On ne parlait que de cette mort soudaine, de cette crise cardiaque qui avait terrassé un homme en pleine vitalité. On évoquait le luxe de sa maison, les rires qui s'y étaient tus, et surtout la solitude glaçante de la veuve, Mireille, dont le chagrin semblait avaler tout le reste. Mais comme toujours, Bonalamba finit par reprendre son souffle. Les matins redevinrent bruyants, les marchés reprirent leur tumulte, et les rumeurs cédèrent peu à peu la place à d'autres bavardages, plus futiles, plus récents. Le deuil de Mireille, lui, ne suivait pas ce rythme-là. Elle s'enfermait dans sa maison devenue trop grande pour elle seule. Elle ne sortait plus. Ne se coiffait plus. Elle répondait parfois au téléphone, d'une voix lointaine, tremblante, presque suppliante. Un après-midi, alors qu'Hawa était occupée à plier le linge dans la cour, son téléphone vibra. « Hawa, je n'y arrive pas », souffla Mireille, d'une voix éteinte. « Je tourne en rond ici. J'étouffe. Je ne dors plus. Je fais des cauchemars, j'ai besoin de toi. De ta présence. De ta paix. Juste un peu de lumière. » Il y eut un silence. Hawa s'était arrêtée, le linge encore entre ses mains. Elle ressentit une bouffée de compassion, doublée d'une inquiétude muette. Mais elle ne discuta pas. Elle connaissait les ravages du chagrin. Et elle ne pouvait pas, ne voulait pas, refuser une main tendue. Le soir même, elle en parla à Malik. « Je lui ai proposé de venir ici. Juste le temps qu'elle se relève. Elle n'a plus personne. Et je sens qu'elle pourrait faire une bêtise, si on la laisse seule trop longtemps. » Malik l'écouta sans l'interrompre. Il pinça les lèvres, regarda par la fenêtre. Bonalamba s'endormait lentement sous un ciel mauve. « Si c'est ce que ton cœur te dit, » murmura-t-il enfin, « alors je te soutiendrai. Mais veille sur toi aussi. La peine des autres est parfois un gouffre. Et tu as déjà tant donné. » Hawa lui sourit faiblement. Elle se pencha pour l'embrasser sur la joue. « Merci. » Quelques jours plus tard, Mireille arriva chez eux avec un simple sac de voyage et des cernes profonds sous les yeux. Elle avait perdu du poids, ses gestes étaient lents, comme ralentis par un poids invisible. Hawa lui avait préparé la chambre d'appoint, rafraîchi les draps,
allumait une bougie parfumée. Elle l'accueillit avec douceur, sans fioriture. Mireille la remercia à voix basse, s'effondra presque sur le lit, et dormit d'un sommeil agité pendant des heures. Dans les jours qui suivirent, la présence de Mireille transforma imperceptiblement la maison. Elle ne disait pas grand-chose, se promenait en silence, mangeait peu. Mais parfois, elle fixait longuement Malik lorsqu'il entrait dans une pièce. Parfois, Hawa surprenait dans son regard ce même éclat étrange qu'elle avait remarqué le jour de leur première rencontre après le décès. Un éclat difficile à nommer. Ni tristesse. Ni reconnaissance. Autre chose. Mais Hawa, fidèle à sa nature, préférait penser que c'était la douleur qui déformait tout. Elle continuait à prendre soin d'elle, lui préparait des bouillons, la couvrait de couvertures quand elle grelottait la nuit. Mireille la remerciait avec des larmes dans la voix, des mots pleins d'admiration. « Tu es un ange, Hawa. Tu es ce que je n'ai jamais été. Ce que je n'ai jamais su être. » Hawa souriait, gênée. Elle ne savait jamais quoi répondre à ce genre de phrase. Elle se contentait de poser une main sur son épaule et de murmurer. « Repose-toi. Tu iras mieux bientôt. » Mais au fond d'elle, quelque chose d'invisible bougeait. Une alerte floue, que son esprit refusait encore d'écouter. Les jours s'étiraient désormais avec une étrange harmonie dans la maison d'Hawa. Le matin, les chants d'oiseaux filtraient à travers les rideaux légers, mêlés aux effluves du thé au gingembre que Mireille préparait désormais avec soin. Petit à petit, elle avait retrouvé un peu de sa vigueur d'antan. Elle souriait plus souvent, prenait le temps d'aider Hawa dans les tâches quotidiennes, et proposa un jour, presque timidement, de s'occuper de la cuisine. « Tu fais déjà tant pour moi, Hawa. Laisse-moi te soulager un peu. » La cuisine, c'est aussi une façon de me sentir utile, de respirer à nouveau. Hawa avait hésité un instant, surprise par l'élan de bonne volonté, puis elle avait accepté avec un sourire. « D'accord. Mais tu me laisses te montrer mes petites habitudes. » Mireille avait ri doucement, et cette fois, son rire n'était pas forcé. Elle apprenait les recettes locales avec un sérieux appliqué, notait dans un carnet les quantités de gombo, le temps de cuisson du riz, les épices qu'Hawa utilisait, à l'aveugle, mais avec une précision instinctive. Petit à petit, elle avait repris des couleurs. La tristesse ne l'avait pas quittée, non, mais elle s'était tassée au fond, laissant la surface plus calme, plus posée. Malik, au début réservé, gardait une distance respectueuse. Il s'effaçait souvent lorsqu'il croisait Mireille, échangeait quelques politesses sans s'attarder. Mais au fil des jours, il relâcha un peu cette prudence silencieuse. Il se surprenait même parfois à discuter brièvement avec elle, à rire d'une de ses anecdotes, à la remercier pour un plat bien fait. Mireille, de son côté, ne forçait rien. Elle était aimable, attentive, mais ne dépassait jamais les limites. La maison flottait dans cette étrange alchimie, entre apaisement et vigilance discrète. Un samedi matin, la mère d'Hawa débarqua à l'improviste, comme elle le faisait parfois. Elle arriva avec un panier rempli de patates douces et de feuilles d'oseille, le visage marqué par le soleil et les années, mais les yeux toujours vifs. Hawa la reçut avec joie, la prit dans ses bras. Malik la salua respectueusement, comme à son habitude. Et Mireille, en robe sobre, les cheveux attachés, sortit de la cuisine pour dire bonjour avec un sourire poli. « Bonjour maman » murmura-t-elle. La mère d'Hawa l'observa quelques secondes, sans un mot. Un de ces regards longs, profonds, que seuls les anciens savent maîtriser. Elle répondit à la salutation sans chaleur excessive, puis détourna les yeux et demanda à s'asseoir dehors, sous le manguier. La visite se déroula sans heurts. On parla de la pluie, des récoltes, des enfants du voisinage. Hawa fit infuser du bissap, Mireille apporta quelques beignets chauds. Rien d'inhabituel. Mais quelque chose, dans le silence prolongé de la vieille femme, dans ses yeux qui passaient souvent de Mireille à Malik, disait qu'elle observait. Qu'elle calculait. Qu'elle enregistrait. Puis elle se leva pour partir. « Je vous laisse. Le soleil est déjà haut. » Hawa l'accompagna jusqu'au portail, la serra dans ses bras. « Reviens quand tu veux, maman. »« Oui, ma fille. Merci pour l'accueil. » Elle s'en alla à petits pas, sans se retourner. Le lendemain matin, Hawa reçut un appel. « Hawa, viens. J'ai besoin d'aide. Il y a une histoire d'eau qui déborde dans la cuisine, je ne comprends rien. » Sans tarder, Hawa prit son sac et se rendit chez sa mère. Elle la trouva assise sur sa chaise habituelle,
les pieds dans des sandales de caoutchouc, un seau d'eau à côté, mais aucune urgence visible. Maman? Il n'y a pas de fuite? Non, ma fille. Ce n'est pas d'eau que je veux te parler. Awa s'assit lentement, les sourcils froncés. C'est à propos de Mireille. Un soupir passa entre les lèvres de la vieille femme. Son regard, cette fois, était lourd de sagesse et de soucis. Pourquoi vit-elle chez toi? Tu sais que je ne la sens pas. Depuis toujours. Je l'ai observée hier. Elle est douce, oui. Mais trop douce. Trop présente. Trop confortable dans cette maison qui n'est pas la sienne. Maman, elle a tout perdu. Elle est en deuil. Elle n'a personne d'autre. C'est temporaire. Quelques mois, le temps qu'elle se remette sur pied. La vieille femme secoua la tête lentement. Je comprends ta bonté, Awa. Je l'admire même. Mais je suis ta mère, et ce que mes yeux ont vu, ce que mon cœur ressent, tu ne peux pas l'ignorer complètement. Une femme endeuillée ne devrait pas se reconstruire dans la maison d'un autre couple. Surtout avec ton mari sous le même toit. Ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question d'équilibre. Et je connais les femmes, même les plus brisées. Surtout celle-là. Awa baissa les yeux, mal à l'aise. Rien ne se passe, maman. Tout va bien à la maison. Malik est respectueux, Mireille aussi. Ils s'entendent bien, c'est tout. Il n'y a rien de malsain. Je te promets. Sa mère la fixa longuement, puis soupira. C'est ton foyer. C'est ta vie. Mais n'oublie jamais ce que je te dis aujourd'hui. Certaines présences, même silencieuses, déplacent les équilibres les plus solides. Elle se leva lentement, caressa la joue de sa fille. Sois prudente, Awa. Ta bonté est ta plus grande force, mais parfois aussi ta plus grande faiblesse. Awa hocha la tête, touchée par les mots mais encore convaincue de faire ce qu'il fallait. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, la maison sentait le ndolé chaud, le savon noir et la lumière douce. Mireille était en train de ranger la cuisine, ses gestes tranquilles, concentrés. Malik lisait le journal dans le salon, pieds nus, l'air détendu. Tout semblait paisible. Mais au fond d'Awa, une petite phrase de sa mère tournait en boucle, comme une goutte qui tombe sans fin. Certaines présences, même silencieuses, déplacent les équilibres les plus solides. Depuis la visite chez sa mère, quelque chose s'était subtilement déplacé dans le cœur d'Awa. Une fine brume de doute, presque imperceptible, s'était installée en elle. Elle continuait d'agir comme à son habitude, mais ses regards s'étaient faits plus longs, ses silences plus lourds. Elle observait, sans vouloir vraiment observer. Des petits riens qui, autrefois, auraient glissé sur elle sans s'accrocher, commençaient à l'interpeller. Elle remarqua que Mireille ne sortait presque jamais, sauf pour de courtes marches au marché ou à la pharmacie. Qu'elle connaissait désormais parfaitement les habitudes de Malik, son heure de retour, ses préférences culinaires, ses tasses favorites. Qu'elle riait parfois d'une façon que seule Awa comprenait comme un peu trop confortable. Elle remarqua aussi que Malik, bien qu'attentif et mesuré, semblait parfois plus léger quand il s'adressait à Mireille. Rien d'inconvenant. Rien de flagrant. Mais des détails. Trop subtils pour être nommés, mais assez précis pour troubler l'instinct d'une femme amoureuse. Un soir, alors qu'ils prenaient le thé ensemble sous la véranda, Awa observait Mireille raconter une anecdote sur son ancien voisin, un vieil homme sénile qui criait aux chats imaginaires. Malik riait franchement, le regard accroché au récit. Awa, elle, ne souriait pas. Quand elle se retrouva seule ce soir-là, allongée à côté de Malik qui dormait profondément, elle ruminait les paroles de sa mère. Pas par paranoïa. Pas par jalousie. Juste, par prudence. Elle se demandait, jusqu'où peut aller la reconnaissance d'une femme en détresse? Et jusqu'où peut s'étendre la bienveillance sans devenir aveugle? Mireille, de son côté, avait senti le changement. Elle ne le montra pas tout de suite, mais elle l'avait senti. Dans la voix d'Awa, parfois plus sèche. Dans les silences gênés qui remplaçaient les confidences d'avant. Dans les regards qui cherchaient à lire au lieu d'écouter. Alors, une semaine plus tard, au petit déjeuner, elle posa sa tasse, croisa calmement les mains sur la table, et dit d'une voix douce, mais assurée. J'ai pris une décision. Awa leva les yeux, surprise. Laquelle? Je vais partir. D'ici une semaine. C'est le moment pour moi de reconstruire quelque chose de nouveau, ailleurs.
cette maison a été un refuge. Vous m'avez offert plus que de l'hospitalité. Vous m'avez donné un temps d'arrêt, un souffle, un espoir. Mais je ne peux pas rester éternellement ici. Un silence se posa, dense. Malik, qui lisait son téléphone, releva la tête. Tu es sûr de toi? Tu n'as pas besoin de précipiter les choses. Mireille secoua doucement la tête, ses yeux pleins d'une sorte de sérénité nouvelle. Non. Ce n'est pas une fuite. C'est une décision. Je vais vendre mes biens à Bissora, solder mes affaires, et partir. Probablement pour Kutana. Je connais une amie là-bas, elle a un petit commerce. Elle peut m'aider à commencer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais je veux essayer. Bissora est trop pleine de souvenirs. Et ici, ce n'est pas ma maison. Elle se tourna vers Awa, qui l'observait en silence, le cœur légèrement serré. Je voulais te dire merci. À toi et à Malik. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Awa baissa légèrement les yeux, partagés entre un sentiment de soulagement naissant et une certaine tristesse. Elle murmura. Tu es toujours la bienvenue ici, Mireille. Je t'en veux de rien. Je te souhaite juste la paix. Mireille lui prit la main, la serra doucement. Je sais. Et c'est pour ça que je pars. Il ne faut pas rester trop longtemps là où on a été sauvé. Il faut repartir avant que la gratitude devienne un poids. Avant que la lumière d'un foyer n'éveille d'autres désirs. Même involontairement. Elle se leva, reprit sa tasse, et sortit dans le jardin, laissant derrière elle deux silences différents. Malik, absorbé dans ses pensées, resta pensif. Awa, elle, sentit une larme chaude couler sans prévenir. Ce départ soudain, cette décision réfléchie, la ramenait brutalement à sa propre réalité. Elle comprit, à cet instant, qu'elle avait douté non pas parce qu'il y avait eu une faute, mais parce qu'elle avait senti la possibilité d'une faille. Et peut-être que c'était déjà assez pour faire peur. Lorsque Mireille ferma la porte derrière elle ce matin-là, valise en main, regard tourné vers l'horizon, un vide particulier s'installa dans la maison. Awa resta un long moment debout dans l'entrée, incapable de bouger. Elle aurait voulu dire autre chose, peut-être retenir un peu plus, mais quelque chose lui avait soufflé de respecter le silence de ce départ. Les premiers jours, le vide laissé par Mireille fut presque palpable. Comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé sa douceur, ses pas feutrés, son rire discret. Awa se surprit à attendre les bruits de ses casseroles en cuisine, les notes de musique qu'elle fredonnait en rangeant, ou encore la voix rassurante qui s'élevait de la terrasse pendant qu'elle parlait au téléphone. Mais, contre toute attente, ce ne fut pas le soupçon qui persista, mais la culpabilité. Elle se sentit lâche. Coupable d'avoir laissé une ombre s'installer entre elles. Coupable d'avoir douté d'une femme brisée qui n'avait montré que de la reconnaissance, de la pudeur et du respect. Elle revoyait ses propres silences, ses regards en coin, et se dégoûtait un peu de cette méfiance instillée par d'autres, malgré l'absence de faute. Je ne l'ai pas assez remercié, murmura-t-elle un soir à Malik. Il haussa légèrement les épaules, absorbé par une émission à la télé. Elle a fait son choix. Elle avait besoin de tourner la page, voilà tout. Awa le regarda, un peu surprise par son détachement. Peut-être que lui aussi, au fond, était soulagé. Ou peut-être que les hommes ne comprennent jamais vraiment ce que l'intimité féminine a de sacré, d'instinctif, de complexe. Elle n'insista pas. Mireille, comme elle l'avait dit, vendit la maison de Bissora, céda ses meubles, et s'en alla avec un sac plein de souvenirs, de douleurs anciennes et d'espoirs neufs. Elle arriva à Kutana sous un ciel chargé, comme si même le temps hésitait à lui souhaiter la bienvenue. Mais elle s'accrocha. Elle trouva un petit studio au 2e étage d'un immeuble tranquille. Les murs y étaient nus, mais la lumière entrait à flot. Elle prit un poste de vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter en centre-ville. Rien de glorieux, mais une activité, un rythme, une reconstruction. Et chaque semaine, parfois même tous les 2 jours, elle appelait Awa. Tu devineras jamais. Mon voisin du dessous a une poule apprivoisée. Elle entre chez moi sans prévenir, j'ai failli renverser mon café ce matin. Aujourd'hui, j'ai vendu 3 robes à une même cliente. 3. Et elle m'a dit que j'avais un sourire qui rassure. Awa, tu me manques. Ta maison me manque. Ta voix, ton thé à la menthe, ton rire. Et Awa riait à travers le téléphone, rassuré de sentir Mireille rebâtir son monde.
Ces appels devinrent comme des rituels. Une manière pour Mireille de rester ancrée à quelque chose de doux, et pour Hawa, une manière de se pardonner. Mais au bout d'un mois, les appels cessèrent. D'abord, Hawa pensa à un oubli. Puis à un souci de réseau. Elle laissa quelques messages, des vocales pleines de chaleur. « Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. Donne-moi des nouvelles, quand tu peux. » Pas de réponse. Une semaine passa. Puis 2. Un vide étrange s'installa de nouveau dans la vie d'Hawa, mais différent cette fois. Plus inquiétant. Elle vérifia son dernier message, relut leurs anciennes conversations, écouta les derniers vocals de Mireille avec une nostalgie amère. Sa voix lui manquait. Sa lumière aussi. Elle en parla à Malik. « Tu penses que quelque chose lui est arrivé ?» « Non, dit-il en haussant les épaules, elle a peut-être juste besoin de couper. Certaines personnes disparaissent comme ça, pour mieux recommencer ailleurs. » Mais Hawa n'était pas convaincue. Quelque chose, au fond d'elle, refusait d'admettre que cette absence était choisie. Mireille était trop sensible, trop fidèle pour disparaître sans un mot. Et si c'était autre chose? Une tristesse? Un accident? Une douleur trop grande? Ou simplement le silence volontaire d'une femme qui, pour continuer à avancer, devait apprendre à laisser derrière elle-même ceux qui l'avaient aimée? Hawa ne savait pas. Et ne pas savoir, c'était ce qu'il y avait de plus douloureux. Une semaine s'était écoulée depuis le dernier message resté sans réponse. Hawa, bien que tourmentée, avait tenté de reprendre le cours de sa vie. Elle s'était forcée à croire que le silence de Mireille était un besoin d'espace, une façon de respirer. Peut-être avait-elle rencontré quelqu'un, peut-être voulait-elle tracer son chemin sans regard en arrière. Elle s'était convaincue que c'était mieux ainsi. Que certaines absences n'étaient pas des ruptures, mais des transitions. Mais ce mardi matin, à 10h14 précisément, tout bascula. Le téléphone d'Hawa vibra sur la table. Un numéro inconnu. Elle hésita. Puis décrocha. « Bonjour, vous êtes bien Madame Hawa Ndiaye ? » « Oui, c'est moi. » Un silence bref, professionnel, mais chargé. « Je me permets de vous appeler au nom du propriétaire de l'immeuble de Kutana, où résidait une certaine Madame Mireille Dossou. Vous avez été enregistré comme personne à contacter en cas d'urgence. Je suis désolé de vous apprendre qu'elle est décédée. » Hawa sentit son cœur s'arrêter net. Quoi? Elle a eu un accident de voiture il y a 3 jours. L'impact a été violent. La voiture a pris feu. Les secours ont tout tenté, mais il ne restait plus rien. Les pompiers n'ont pu identifier le corps que grâce aux effets retrouvés dans les cendres et à la plaque du véhicule. C'était elle. Hawa ne répondit pas. La voix à l'autre bout devint plus douce, presque gênée. Nous avons retrouvé certaines de ses affaires dans son appartement. Elle n'a pas de famille connue ici. Et comme elle vous avait désigné, nous voulions savoir si vous pouviez venir les récupérer. Ou nous dire quoi en faire. Mais Hawa n'écoutait déjà plus. La pièce autour d'elle se mit à tourner. Le téléphone glissa de ses doigts. Son souffle se coupa net, comme si une main invisible venait de l'étrangler. Elle s'agrippa à la table pour ne pas tomber. Mireille, morte? Le mot résonnait en elle, inacceptable. Elle se revoyait encore, souriant au téléphone, racontant ses voisins, ses robes vendues, ses petits matins sous la pluie de Kutana. Et maintenant, des cendres. Du néant. Un trou noir. Elle n'avait même pas su. Elle n'avait rien senti. Pas de pressentiment. Pas de rêve étrange. Juste ce silence. Ce maudit silence qui, désormais, prenait une toute autre couleur. « Hawa ? Ça va ?» demanda Malik en entrant dans la pièce. Elle leva vers lui des yeux vides, et murmura. « Mireille est morte. » Il s'arrêta net. « Quoi ? Comment ça ? Sa voiture a brûlé. Elle était dedans. Il ne reste rien. » La voix d'Hawa se brisa. Elle s'effondra sur le sol, les genoux pliés, le cœur éclaté. Et pour la première fois depuis des années, elle pleura comme une enfant abandonnée. Les jours qui suivirent furent flous. Elle se rendit à Kutana, seule. La ville semblait en deuil. Le soleil lui-même avait l'air plus terne. Dans le petit appartement vide, elle retrouva les dernières traces de vie de Mireille, un gobelet de thé encore dans l'évier, une paire de sandales usées au pied du lit,
un carnet à la couverture usée, posé sur la table de nuit. Elle le prit entre ses mains tremblantes. À l'intérieur, quelques mots griffonnés. Des pensées, des rêves, des esquisses de futur. Une phrase, en particulier, lui arracha un sanglot silencieux. J'ai l'impression de renaître. Peut-être que je mérite encore un peu de bonheur. Mais le destin ne lui avait laissé aucune chance. Hawa rentra chez elle, le cœur en miettes, les mains chargées des derniers biens de celle qui avait partagé son toit, son intimité, ses silences et ses blessures. Elle plaça la boîte dans un coin de sa chambre. Et durant de longues semaines, elle n'eut plus goût à rien. Mireille n'était pas qu'une invitée. Elle avait été une présence, une cicatrice douce, une sœur d'âme. Et désormais, elle était une absence qui pesait plus lourd que tous les maux du monde. Les jours passèrent, mais Hawa resta figée dans un espace entre deux mondes. Un entre-deux pesant, fait de souvenirs étouffants et de silences trop lourds. Elle errait dans la maison comme une âme absente, traînant les pieds, les yeux secs mais vides. Le choc du décès de Mireille ne s'était pas dissipé. Il s'était enquisté en elle, prenant la forme d'un vide qu'aucune parole ne parvenait à combler. Elle attendait un geste, une main sur l'épaule, une phrase simple, quelque chose venant de Malik. Mais il n'y eut rien. Pas même un regard différent. Malik, après avoir exprimé un bref « c'est vraiment triste », avait repris sa routine comme si de rien n'était. Il ne posait aucune question, ne parlait jamais de Mireille. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Hawa, sidérée par cette froideur, tenta d'ouvrir un jour le sujet à table, mais il répondit simplement. C'est la vie, non? Il faut avancer. Et puis il replongea dans son téléphone. Elle comprit alors. Il ne ressentait rien. Ou plutôt, il refusait de ressentir. Et ce refus, bien plus que la mort de Mireille elle-même, la brisa un peu plus. C'était comme un deuil vécu dans le silence, un chagrin qu'elle portait seule, dans une maison devenue soudain trop grande. Sa mère, elle, réagit tout autrement. Lorsqu'elle lui annonça la nouvelle au téléphone, sa voix se fit plus lente, plus grave, mais pas étonnée. Que Dieu lui fasse miséricorde. Mais au fond de toi, tu sais que c'est peut-être mieux ainsi. Tu étais troublé, n'est-ce pas? Regarde, Dieu a tranché. Il t'a évité une grande blessure. Reprends ta vie. C'est fini, tout ça. Hawa sentit un haut-le-cœur. Ce soulagement dans la voix de sa mère, cette manière de considérer la mort comme une résolution divine d'un soupçon, lui parut cruelle. Comme si Mireille n'était qu'une perturbation qui avait été balayée du chemin. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta d'acquiescer. Comme toujours. Dans les semaines qui suivirent, Hawa tenta de reprendre pied. Elle se remit doucement au travail, retourna à ses activités, réorganisa les pièces de la maison. Elle rangea les affaires de Mireille dans un carton, qu'elle plaça en hauteur dans le placard. Impossible de s'en débarrasser. C'eût été comme effacer ce qu'elle avait ressenti. Ce qu'elles avaient partagé. Malik, lui, semblait porté par un tout autre vent. Il avait récemment rencontré un homme d'affaires, un investisseur influent de la ville de Sambara, venu en mission à Bonalamba. Après plusieurs rendez-vous et un dîner formel, les deux hommes avaient scellé un partenariat autour d'un projet d'importation de matériaux de construction haut de gamme. Un secteur en plein essor. Ce fut comme une étincelle dans le quotidien un peu tiède de Malik. Il se plongea à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Appels, réunions, déplacements. Il parlait désormais de croissance, de réseau logistique, de livraison interrégionale, avec une excitation qu'Hawa ne lui avait plus vue depuis longtemps. Il partit pour Sambara une première fois. Puis une deuxième. Puis ce fut chaque semaine. Et à chaque retour, il semblait plus lumineux, plus occupé, plus vivant. Hawa observait tout cela d'un œil distant. Elle n'éprouvait ni joie ni jalousie. Juste un décalage grandissant. Il s'envolait, elle s'enfonçait. Il construisait, elle réparait. Il s'enrichissait, elle se vidait doucement. Un matin, alors qu'elle lui préparait un sac pour un nouveau départ, elle remarqua l'odeur. Un parfum floral, doux et étranger, accroché à la doublure de sa veste. Ce n'était pas le sien. Elle s'arrêta un instant. Elle ne dit rien. Elle se contenta de remettre la veste dans la valise. Le deuil de Mireille n'était pas terminé, et déjà, quelque chose d'autre commençait à frémir dans le cœur d'Hawa, une lassitude profonde.
Une fatigue du silence. De l'oubli. Et peut-être, le début d'un éveil. Les jours s'empilaient comme des blocs de béton mal alignés. Hawa ne reconnaissait plus vraiment le rythme de sa vie. Il y avait un avant avec ses habitudes, ses gestes partagés, ses regards complices et il y avait cet après, plus froid, plus mécanique. Malik partait chaque semaine à s'embarras. Et à chaque retour, quelque chose de lui semblait moins présent. Moins attentif. Moins là. Hawa s'était d'abord tue. Par peur de déranger. Par peur d'avoir tort. Mais un soir, après le dîner, alors qu'ils étaient assis dans le salon, la télévision allumée en bruit de fond, elle tourna la tête vers lui, le cœur battant. « Malik, je peux te poser une question. » Il leva à peine les yeux de son téléphone, haussa les sourcils. « MMH ? Vas-y. » Elle inspira doucement, pesa ses mots. « Je te trouve distant, ces derniers temps. Tu ne parles plus beaucoup. Tu pars souvent. Et même quand tu es là, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment là. » Il soupira, reposa son téléphone sur l'accoudoir du canapé. « Hawa, c'est le travail. Tu sais très bien que ce partenariat me demande beaucoup. Ce n'est pas le moment de me faire des reproches. » Elle sentit un pincement. Pas pour ce qu'il disait. Mais pour la manière. Elle reprit, doucement. « Ce n'est pas un reproche. Juste une impression. Tu sembles différent, même ton regard. Parfois, on dirait que je t'agace, ou que ma présence t'irrite. » Il leva enfin les yeux vers elle, le regard froid, presque agacé. « Tu te fais des idées. C'est dans ta tête. Et franchement, avec tout ce que j'ai à gérer, j'aimerais juste qu'on me foute un peu la paix, parfois. » Le mot claqua comme une gifle. Hawa se figea. Il n'avait pas crié. Mais il avait dit ce qu'il pensait. Elle détourna les yeux, mordit sa lèvre pour retenir la réponse cinglante qui montait. Elle aurait voulu lui hurler qu'elle avait supporté son silence après la mort de Mireille. Qu'elle avait fermé les yeux sur ce parfum inconnu. Qu'elle l'avait soutenu, même sans rien comprendre. Mais à quoi bon? Il ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait plus. Le lendemain, il partit à l'aube. Comme d'habitude. Elle l'observa préparer sa valise sans un mot, enfiler sa veste parfumée, et quitter la maison après un rapide « Je t'appelle ce soir ». Ce soir-là, il n'appela pas. Et ce ne fut pas la première fois. Les semaines suivantes, le fossé se creusa. Malik revenait parfois avec des cadeaux, une montre, une écharpe, un flacon de parfum, comme pour masquer l'érosion de leur lien par des objets brillants. Hawa souriait poliment, remerciait. Mais à l'intérieur, quelque chose en elle s'effritait. Ce n'étaient pas les absences qui la blessaient. C'était l'indifférence. Cette manière qu'il avait de la regarder comme un meuble familier, un élément de décor qui ne méritait plus qu'on s'y attarde. Elle tenta encore, une nuit, alors qu'il dormait à ses côtés. Elle chuchota. « Tu m'aimes encore, Malik ?» Il grogna dans son sommeil, tourna le dos. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube. Et dans cette longue veille silencieuse, elle comprit quelque chose de terrible. Ce n'était pas une autre femme qui lui avait pris Malik. Ce n'était pas s'embarras, ni le travail, ni les affaires. C'était lui-même. Il s'était éloigné. Volontairement. Lentement. Jusqu'à ce que l'amour devienne une politesse. Et la tendresse, un souvenir. Alors elle commença à changer aussi. Elle n'attendit plus ses appels. Elle ne prépara plus ses valises. Elle ne lui posa plus de questions. Elle se leva plus tôt que lui, parfois. Fit du sport. Se mit à lire à nouveau. À sortir seule, dans des cafés tranquilles. Elle n'espionnait plus son téléphone, elle ne cherchait plus d'explications. Parce qu'elle savait, au fond. Il n'y avait pas besoin de preuves, quand l'absence d'amour devenait évidente. Un matin, devant le miroir, elle se regarda longuement. Et elle se dit, tu ne peux pas mourir une deuxième fois. Les jours s'empilaient comme des blocs de béton mal alignés. Hawa ne reconnaissait plus vraiment le rythme de sa vie. Il y avait un avant avec ses habitudes, ses gestes partagés, ses regards complices et il y avait cet après, plus froid, plus mécanique. Malik partait chaque semaine à s'embarras. Et à chaque retour, quelque chose de lui semblait moins présent. Moins attentif. Moins là. Hawa s'était d'abord tue. Par peur de déranger.
par peur d'avoir tort. Mais un soir, après le dîner, alors qu'ils étaient assis dans le salon, la télévision allumée en bruit de fond, elle tourna la tête vers lui, le cœur battant. « Malik, je peux te poser une question. » Il leva à peine les yeux de son téléphone, haussa les sourcils. « MMH ? Vas-y. » Elle inspira doucement, pesa ses mots. « Je te trouve distant, ces derniers temps. Tu ne parles plus beaucoup. Tu pars souvent. Et même quand tu es là, j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment là. » Il soupira, reposa son téléphone sur l'accoudoir du canapé. « Hawa, c'est le travail. Tu sais très bien que ce partenariat me demande beaucoup. Ce n'est pas le moment de me faire des reproches. » Elle sentit un pincement. Pas pour ce qu'il disait, mais pour la manière. Elle reprit, doucement, « Ce n'est pas un reproche. Juste une impression. Tu sembles différent, même ton regard. Parfois, on dirait que je t'agace, ou que ma présence t'irrite. » Il leva enfin les yeux vers elle, le regard froid, presque agacé. « Tu te fais des idées. C'est dans ta tête. Et franchement, avec tout ce que j'ai à gérer, j'aimerais juste qu'on me foute un peu la paix, parfois. » Le mot claqua comme une gifle. Hawa se figea. Il n'avait pas crié. Mais il avait dit ce qu'il pensait. Elle détourna les yeux, mordit sa lèvre pour retenir la réponse cinglante qui montait. Elle aurait voulu lui hurler qu'elle avait supporté son silence après la mort de Mireille. Qu'elle avait fermé les yeux sur ce parfum inconnu. Qu'elle l'avait soutenu, même sans rien comprendre. Mais à quoi bon? Il ne l'écoutait pas. Il ne l'écoutait plus. Le lendemain, il partit à l'aube. Comme d'habitude. Elle l'observa préparer sa valise sans un mot, enfiler sa veste parfumée, et quitter la maison après un rapide « Je t'appelle ce soir ». Ce soir-là, il n'appela pas. Et ce ne fut pas la première fois. Les semaines suivantes, le fossé se creusa. Malik revenait parfois avec des cadeaux, une montre, une écharpe, un flacon de parfum, comme pour masquer l'érosion de leur lien par des objets brillants. Hawa souriait poliment, remerciait. Mais à l'intérieur, quelque chose en elle s'effritait. Ce n'étaient pas les absences qui la blessaient. C'était l'indifférence. Cette manière qu'il avait de la regarder comme un meuble familier, un élément de décor qui ne méritait plus qu'on s'y attarde. Elle tenta encore, une nuit, alors qu'il dormait à ses côtés. Elle chuchota, « Tu m'aimes encore, Malik ?» Il grogna dans son sommeil, tourna le dos. Elle resta éveillée jusqu'à l'aube. Et dans cette longue veille silencieuse, elle comprit quelque chose de terrible, ce n'était pas une autre femme qui lui avait pris Malik. Ce n'était pas Sambara, ni le travail, ni les affaires. C'était lui-même. Il s'était éloigné. Volontairement. Lentement. Jusqu'à ce que l'amour devienne une politesse. Et la tendresse, un souvenir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle sentait ses forces décliner face à l'indifférence croissante de Malik, Hawa prit une décision. Elle ne voulait plus pleurer seule dans le silence d'un lit trop grand, ni se contenter des miettes d'attention qu'il laissait derrière lui. Elle avait besoin de comprendre. Même si la vérité faisait mal. Elle prit le chemin de la maison de sa mère, un après-midi chaud, le cœur lourd. Elle ne savait pas comment aborder le sujet, mais elle savait qu'elle devait en parler. Elle avait besoin d'un regard extérieur. D'un repère. Assise en face d'elle, dans la cour ombragée, elle tourna son verre de bissap entre ses doigts, hésita encore quelques secondes, puis lâcha. « Maman, je crois que Malik me cache quelque chose. » Sa mère releva la tête, posa son tricot sur ses genoux. Elle plissa les yeux, méfiante. « Comment ça, il te cache quelque chose? Il te frappe? Il t'a insulté? » « Non, rien de tout ça. Il est distant. Froid. Absent. Même quand il est là, j'ai l'impression qu'il n'y est pas. Il ne me regarde plus comme avant. Il ne me touche plus. Il ne m'écoute plus. Et dès que je lui en parle, il s'énerve, comme si c'était moi le problème. » La mère d'Hawa resta silencieuse un moment. Puis elle souffla, presque pour elle-même. « C'est bizarre. Pourtant, avec la disparition de Mireille, je pensais que la menace était écartée. » Le mot s'envola et s'écrasa entre elles comme une pierre. Hawa releva brusquement la tête, l'air choqué. « Maman ?» Sa voix était basse, mais ferme. Un reproche voilé, une demande de respect. « Maman,
Elle est morte, tu ne peux pas parler d'elle comme ça. Quelle que soit l'histoire, elle reste un être humain. Et je t'en prie, ne la traite pas comme une ennemie, surtout maintenant. La mère soupira, baissa les yeux. Tu as raison. Excuse-moi, ma fille. Je dis juste ce que je pense, mais parfois mes mots dépassent mes intentions. Elle se pencha un peu vers Hawa, avec un regard plus sérieux. Mais tu n'es pas folle. Ton instinct te parle. Et dans ce monde, ma fille, les femmes qui ferment les yeux finissent par être piétinées. Il faut voir clair. Il faut savoir. Tu ne peux pas rester dans l'ombre de ces silences pendant que lui, là-bas, fait ce qu'il veut. Elle marqua une pause, chercha quelque chose dans son sac en osier, puis se redressa. J'ai une idée. Hawa la regarda avec prudence. Quelle idée? On peut engager quelqu'un. Un détective. Discret. Il le suivra à Sambara. Il notera ses mouvements. Et si jamais il a une autre femme, tu le sauras. Et s'il n'en a pas, eh bien au moins, tu seras fixé. Parce que rester dans le doute, ça tue à petit feu. Hawa resta silencieuse, hésitante. Tu veux que je le fasse espionner? Tu veux souffrir encore combien de mois à attendre qu'il daigne te parler? À dormir à côté d'un homme qui ne te regarde plus? Tu n'espionnes pas, tu cherches la vérité. Et si tu veux aller plus loin, il y a aussi un moyen de cloner son téléphone. Cloner? Comme dans les films? Ce n'est pas si compliqué. On récupère une copie de sa carte SIM, discrètement. Et avec la bonne personne, tu pourras voir tous ses messages, ses appels, ses conversations WhatsApp. S'il y a une autre femme, elle est sûrement là. Le cœur d'Hawa battait plus vite. Pas de peur. D'appréhension. C'était une ligne à franchir. Une frontière entre confiance et surveillance. Mais n'avait-il pas, lui, déjà traversé la sienne depuis longtemps? Elle reposa son verre. Les mots de sa mère tournaient dans sa tête comme une tempête. Je vais y réfléchir. Ne réfléchis pas trop, Hawa. Parfois, c'est dans les hésitations qu'on se fait détruire. Hawa rentra chez elle le soir même, l'esprit en feu. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Mais une chose était sûre, elle ne supporterait plus longtemps cette sensation de vide à deux. Le lendemain de sa discussion avec sa mère, Hawa tourna longuement en rond dans sa chambre. Son regard se posait sans cesse sur le vide du lit conjugal, sur la valise posée dans un coin, toujours prête, toujours utilisée. Elle n'avait pas dormi. Trop de questions. Trop de silence dans les gestes de Malik. Elle prit finalement son téléphone et appela Adama, un jeune du quartier connu pour connaître tout le monde. Il était rusé, débrouillard, et traînait souvent autour des garages ou des cybercafés, là où les informations circulaient vite. Allô? Adama, c'est Hawa. Oui, grande sœur. Toujours un plaisir. Que puis-je faire pour toi? Elle hésita une seconde, puis inventa. C'est pour une amie à moi. Elle traverse une situation difficile. Elle pense que son mari la trompe. Elle aimerait faire appel à un détective, quelqu'un de discret, qui sait rester dans l'ombre. Un petit silence. Puis Adama éclata de rire. Grande sœur, c'est comme si tu me demandais où trouver du piment au marché. Bien sûr que je connais quelqu'un. Un gars du nom de Moussa. Il fait ça bien. Pas de bavardage, pas de traces. Tu peux me mettre en contact avec lui? Donne-moi 10 minutes. Et 10 minutes plus tard, elle avait un numéro. Elle attendit encore un peu, respira profondément, puis appela. Moussa parla d'une voix calme, posée. C'était un homme méthodique, habitué aux demandes discrètes. Ils se rencontrèrent dans un petit kiosque isolé, à l'écart du centre-ville. Hawa portait un foulard noir, ses lunettes de soleil, et des gestes nerveux. Elle lui expliqua la situation sans jamais citer son nom, parlant toujours de cette amie qu'elle voulait aider. Moussa ne posa pas de questions personnelles. Il lui demanda simplement les jours où l'homme revenait de Sambara, ses habitudes, le modèle de sa voiture, et les heures auxquelles il repartait. « Je travaille uniquement à Bonalamba, dit-il. Donc j'attendrai qu'il soit ici. Dès son retour, je commence la filature. » Ils convinrent du prix, d'un acompte, et d'un canal de communication sécurisé. Puis ils se séparèrent. 3 jours plus tard, Malik rentra de Sambara. Comme prévu. Et Moussa se mit au travail.
Pendant 5 jours, il le suivit à distance, de la maison à son bureau, du bureau à quelques rendez-vous administratifs. Rien d'étrange. Aucun rendez-vous dans des restaurants cachés. Aucun regard échangé avec une autre femme. Pas même un sourire déplacé. Mais au 3e jour, il observa autre chose. Quelque chose de plus subtil. Il est allé à la direction de l'immigration, dit Moussa à Hawa, par message vocal. 2 fois. Et il est aussi allé au consulat du Botswana. Longtemps. Il est resté plus d'1 heure là-bas. Elle relut les messages en boucle. Son cœur accéléra. Le Botswana? Pourquoi faire? Elle n'en revenait pas. Malik préparait apparemment un voyage. Des démarches officielles. Peut-être même une demande de visa. Et il ne lui en avait pas dit un mot. Elle se sentit d'abord soulagée de ne pas découvrir une maîtresse. Mais ce soulagement laissa vite place à une autre émotion. L'inquiétude. Pourquoi ce silence? Pourquoi cacher un projet de voyage à sa propre femme? Le soir même, elle mit la table avec soin, cuisinant son plat préféré à Malik. Elle voulait une atmosphère propice à la discussion, un moment tranquille pour sonder ses intentions. Lorsqu'il entra, elle l'accueillit avec un sourire doux, comme si de rien n'était. « Tu as bonne mine aujourd'hui » dit-elle simplement. « Merci » répondit-il en s'asseyant. Ils mangèrent en silence quelques minutes. Puis, d'un ton naturel, elle lança. « Au fait, tu comptes faire un voyage bientôt? T'as eu l'air fatigué ces derniers temps, et je me disais, un petit changement d'air, peut-être ?» Il la regarda, l'air surpris, puis haussa les épaules. « Non, pas vraiment. Rien de prévu. Je bosse, c'est tout. » Hawa força un sourire. « Ah, d'accord. » Mais elle sentit une froideur dans sa réponse. Une tension dans son regard. Comme s'il pesait chaque mot. Comme s'il mentait. Il avait parlé trop vite. Trop fermement. Et il avait nié. Alors qu'elle savait. Ce fut ce soir-là qu'elle décida d'aller jusqu'au bout. Elle ne voulait plus vivre dans le doute, à attendre qu'un mensonge s'effondre de lui-même. Le lendemain, elle se rendit chez Adama. Encore. « Adama, tu connais quelqu'un qui peut cloner un téléphone ?» Il la regarda un moment, intrigué. Puis il sourit, un peu gêné. « Grande sœur, tu me fais peur avec tes histoires, hein? C'est pour mon ami. »« Bien sûr, ton ami. » Il soupira, réfléchit. « Je connais un gars. Il bosse dans un cyber. Si tu peux avoir le téléphone 1 heure, même éteint, il peut faire une copie de la carte SIM. Et avec la bonne appli, tu verras tout, appels, messages, WhatsApp, géolocalisation. Mais c'est risqué. Il ne faut pas qu'il s'en rende compte. Je m'en occuperai. » Et elle commença à planifier. Le samedi, Malik prenait toujours un long bain en fin de matinée. Il laissait son téléphone sur la table du salon, pensant naïvement qu'il n'avait rien à cacher. Ce samedi-là, Hawa attendit le moment exact. Quand elle entendit l'eau couler, elle prit le téléphone, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Elle sortit discrètement, sa robe flottant derrière elle comme un drap de secret. Elle allait découvrir. Enfin. La rue était calme ce matin-là, écrasée par une chaleur lourde et muette. Hawa marchait vite, son cœur tambourinant dans sa poitrine, son foulard serré autour de son visage. Le téléphone de Malik, bien calé au fond de son sac, vibrait doucement comme s'il pressentait qu'on allait trahir ses secrets. Elle traversa 2 ruelles, descendit une pente poussiéreuse et entra dans un petit cybercafé presque vide. Un jeune homme l'attendait derrière un comptoir, les yeux fixés sur un écran. « C'est toi qu'Adama m'a envoyé ?» dit-elle à voix basse. « Oui, c'est moi. Donne-moi le téléphone, et patiente un peu. » Elle le lui tendit d'un geste nerveux, puis s'assit, les jambes croisées, fixant l'horloge au mur. Les secondes passaient avec une lenteur insoutenable. Chaque tic-tac était un battement de trop contre sa poitrine. Elle n'arrivait plus à respirer normalement. Et s'il n'y avait rien? Et s'il y avait tout? 35 minutes plus tard, il revint avec une clé USB. Voilà. Tout est copié. Conversation, historique d'appel, WhatsApp. J'ai installé une appli pour lire les backups sur ton téléphone. Tu pourras tout voir. Elle le remercia, paya, et repartit en serrant l'objet contre elle comme une arme silencieuse. Une fois chez elle,
elle attendit que Malik reparte au bureau. Puis, seule dans la chambre, elle verrouilla la porte, tira les rideaux, et lança l'application. L'écran s'alluma. Les noms défilèrent. Des échanges banals, souvent brefs. Mais un nom attira son attention. Mécano Allo. Ce contact-là, c'était le plus actif. Des dizaines de messages. Photos. Notes vocales. Emoji de cœur. Elle fronça les sourcils. Depuis quand sa voiture avait un problème? Elle était au courant de tout, les entretiens, les rendez-vous chez le garagiste, les pannes éventuelles. Et pourtant, depuis 6 mois, rien. Absolument rien. Elle ouvrit la conversation. Et là, son cœur faillit s'arrêter. Tu me manques, mon amour. Le compte à rebours a commencé. Bientôt, plus rien ne nous séparera. Je ne dors plus, je veux te réveiller à mes côtés, chaque matin. Elle ne se doute de rien. Elle est trop naïve. Son estomac se retourna. Elle eut un vertige. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas un mécanicien. C'était une femme. Et une femme qu'il appelait mon amour. Elle ravala un sanglot qui faillit lui échapper, serra les dents jusqu'à ce que sa mâchoire lui fasse mal. Sa gorge était sèche, nouée. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. La vérité était là, nue, crue, violente. Elle lui brûlait la peau. Elle continua à lire, enchaînant les messages avec une rage froide et douloureuse. Je prépare tout. Les papiers, la location, les démarches pour le visa. Elle a posé une question hier. Je crois qu'elle commence à deviner quelque chose. Il faut qu'on accélère. Je veux qu'on parte, toi et moi, loin de cette prison. Et plus bas. Tu sais, au début, je me sentais coupable. Mais maintenant, plus du tout. Elle ne me comprend pas. Elle pense qu'en me cuisinant du riz gras, elle peut retenir un homme. Elle vit encore dans un monde de contes de fées. Chaque mot était une gifle. Chaque ligne, un coup de couteau dans sa poitrine. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle voyait flou. Elle lisait, encore et encore, incapable de s'arrêter. Comme une dépendance douloureuse. Je la regarde et je vois le vide. Toi, tu es mon feu. Tu es ce que j'ai attendu toute ma vie. Et c'était là. Sous ses yeux. La trahison, complète, entière, préméditée. Il n'y avait plus d'ambiguïté. Il préparait un départ. Il allait la quitter. Définitivement. Hawa se leva lentement. Elle tituba jusqu'à la fenêtre. Le monde dehors continuait de vivre, insouciant, alors qu'elle s'effondrait de l'intérieur. Des enfants jouaient. Une voisine lavait ses habits. Un vendeur de beignets criait à la cantonade. Mais en elle, un monde venait de s'écrouler. Elle se sentit humiliée. Trahie. Ridiculisée. Tous ces soirs où elle avait préparé son retour, tous ces messages doux qu'elle lui envoyait quand il était à s'embarras, ses inquiétudes, ses attentions, pendant tout ce temps, il bâtissait un avenir sans elle. Les heures passaient, mais Hawa n'arrivait pas à décrocher de ce téléphone cloné. L'écran éclairait faiblement son visage fermé, tendu. Elle lisait encore et encore les échanges entre Malik et ce mécano. Tous ces mots doux, ces projets de voyage, cette trahison cousue de fil blanc. Puis, entre deux messages anodins, une phrase la fit s'arrêter net. Tu sais bien que moi, je suis allergique au bissap chaud. Même en rêve, j'en boirais pas, hein. Hawa cligna des yeux. Cette phrase. Elle l'avait déjà entendue. Formulée de la même manière, avec le même ton. Une exclamation, suivie d'un rire étouffé. Une manière de parler qu'elle connaissait trop bien. Et cette allergie au bissap chaud, ce n'était pas commun. C'était Mireille. Mireille le disait tout le temps. Elle riait toujours de cette allergie en disant, même si le bissap me sauve de la mort, s'il est chaud, je préfère mourir. Un frisson remonta le long du dos d'Hawa. Son pouce accéléra. Elle remonta plus haut dans les conversations avec Mécano. Une autre phrase lui sauta aux yeux. Tu te souviens de ce que je dis toujours, un homme qui n'écoute pas, c'est un enfant avec une moustache. Hawa sentit un vertige. C'était une des phrases fétiches de Mireille. Elle l'avait entendue des dizaines de fois, lancée à table, au téléphone, ou même pendant leur bavardage dans la cuisine. Ça ne pouvait pas être une coïncidence.
Et soudain, comme une gifle en pleine poitrine, la mémoire revint. Mireille. Quand elle vivait chez eux. Quand elle riait de ses petites maximes absurdes. Quand elle s'installait dans la cuisine en disant « Tu sais, faut que je t'apprenne à gérer Malik, il est un peu têtu parfois. » Mireille. Et ce contact dans le téléphone. Apprenti. Elle quitta précipitamment la conversation avec Mécano et remonta dans les anciens messages. Elle trouva le contact, apprenti, les messages datés d'avant le premier voyage d'affaires de Malik. Elle n'y avait jamais prêté attention. Mais cette fois-ci, elle ouvrit. Et lut. Elle m'a offert un plat ce midi. J'ai fait mine d'aimer, mais tu sais que moi et son tchep, c'est pas l'amour fou. Elle a passé la journée à me parler de son enfance. J'ai juste dit oui. Je crois qu'elle s'attache. Awa sentit sa gorge se nouer. Ces messages, c'était durant la période où Mireille vivait avec eux, hébergée temporairement après ses soi-disant difficultés personnelles. Et chaque détail le confirmait. Des messages échangés à des moments où Mireille était physiquement présente dans leur maison. Des phrases typiques, des observations précises. Des réactions que seule Mireille pouvait avoir, à des choses vécues dans leur intimité. Et puis ce mot. Je crois qu'elle commence à me faire confiance. Elle me parle de sa mère. Faudra que je joue finement si on veut que le plan marche. Plan? Elle descendit plus bas. Un dernier message, qui lui glaça le sang. T'inquiète, une fois que je suis officiellement morte, on se tire. Personne ne pensera à moi. Encore moins à nous deux. Awa resta pétrifiée. Le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. Elle se rappela alors, le petit sac remis après le décès de Mireille. Elle n'avait jamais eu la force de le fouiller. À l'intérieur, il y avait un téléphone. Elle se leva d'un bond et se précipita dans sa chambre. Elle fouilla dans le haut du placard, derrière une pile de vêtements. Le sac était là, oublié, recouvert d'un léger voile de poussière. Ses mains tremblaient quand elle l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement rangé, un petit téléphone noir, éteint. Elle le sortit, le fixa. C'était le deuxième téléphone de Mireille. Elle se précipita dehors, sa respiration hachée par l'angoisse. Le quartier dormait, mais elle n'avait pas le temps d'attendre l'aube. Elle retourna voir le jeune qui l'avait aidé à cloner le téléphone de Malik. Il faut que ton ami me déverrouille un autre téléphone. Maintenant. C'est vital. Le jeune la regarda, surpris par son ton presque tremblant, mais hocha la tête. Il fit un appel rapide. Une demi-heure plus tard, elle était de nouveau assise devant le technicien, avec le téléphone de Mireille posé entre eux. Elle murmura, le regard figé sur l'appareil. Ce téléphone, c'est celui d'une morte. Mais je crois qu'elle n'est jamais vraiment morte. Le technicien la regarda, intrigué. Il connecta l'appareil. On va savoir ça très vite. Et Awa, glacée, les bras croisés contre elle-même, attendit que le passé s'ouvre. Le téléphone s'ouvrit avec un petit clic presque anodin. Un bruit pourtant lourd de conséquences. Awa n'attendit même pas que le technicien lui dise quoi que ce soit. Elle attrapa le téléphone de Mireille d'une main fébrile, changea le code de verrouillage, et s'empressa de sortir. Dehors, l'air de la nuit était dense, mais elle n'en sentait plus le poids. Elle marcha d'un pas rapide, presque mécanique, comme tirée par une force invisible. Arrivée chez elle, elle verrouilla la porte à double tour, éteignit toutes les lumières sauf celle de sa chambre. Elle s'installa sur le lit, seule, les jambes repliées contre elle-même, le téléphone dans les mains comme une relique maudite. Un souffle. Une prière muette. Puis elle ouvrit l'application de messagerie. Les conversations s'affichèrent. Et là, un nom apparut. Chouchou. Un frisson glacial lui parcourut la nuque. Elle ouvrit la discussion. Les messages défilèrent. Et très vite, les mots, les phrases, tout lui devint familier. C'était la même conversation que celle qu'elle avait lue dans le téléphone de Malik, avec le contact apprenti. Mot pour mot. Même ton affectueux. Même contenu complice. Même jeu de séduction déguisé en confidence banale. Elle resta figée, les yeux écarquillés, comme si le téléphone venait de lui mordre la paume. Il n'y avait plus aucun doute. Chouchou, apprenti, c'était Malik.
Et Mireille avait utilisé ce deuxième téléphone qu'elle avait discrètement gardé en vie dans leur maison pour lui parler. Pour organiser leurs mensonges. Pour rire dans son dos. Chez elle. Dans sa maison. Sous son toit. Elle relut les messages en remontant le fil, lentement, douloureusement, chaque mot comme une gifle silencieuse. Certains échanges dataient des moments où elle, Hawa, les avait laissés seuls dans la maison, croyant offrir un peu de chaleur humaine à une amie dans le besoin. Elle croit vraiment que je suis dépressive, ça me tue. Elle m'a laissé seule avec toi cet après-midi. Tu vois comme elle me fait confiance. C'est presque trop facile. Elle ne voit rien. Un goût métallique lui monta dans la gorge. Ses yeux se remplirent de larmes, mais aucune ne coula. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Elle était immobile, comme si son âme s'était séparée d'elle pour flotter juste au-dessus, incapable de contenir tant de douleur d'un seul coup. Elle se souvint. Les sourires de Mireille. Ses petits gestes attentionnés. Ses mots doux. Les conseils qu'elle lui donnait sur la façon de tenir un homme, toujours teintés d'ironie douce, qu'Hawa avait pris pour de la solidarité féminine. Et tout ce temps. Elle avait vécu sous son toit. Riant à ses blagues. L'aidant à plier le linge. L'écoutant pleurer parfois, à propos de Malik, jouant les confidentes bienveillantes. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, jour après jour, tout en échangeant ses mots de trahison avec son mari, dans cette même maison. Elle ferma les yeux, mais les larmes jaillirent d'elles-mêmes. Aucune n'était douce. Elle coulait, brûlante, acide, violente. Elle ne pleurait pas seulement de tristesse. Elle pleurait de rage. Elle pleurait pour toutes les nuits où elle avait prié Dieu de bénir son foyer, pendant que deux traîtres tissaient patiemment leur filet dans son dos. Et sa mère. Sa mère l'avait prévenue. Tant de fois. Elle n'aimait pas Mireille. Elle avait dit qu'elle ne la sentait pas, que quelque chose clochait chez cette fille. Mais Hawa avait cru que c'était encore un de ces jugements injustes, basés sur rien. Elle avait défendu Mireille. Elle avait insisté pour l'héberger. Elle pleurait pour avoir ignoré sa propre mère, qui, un soir, les yeux graves, lui avait dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sens pas cette fille. Sois prudente, Hawa. » Et elle avait haussé les épaules. Elle avait dit « Maman, c'est une femme en détresse. On ne rejette pas les gens comme ça. » Quelle idiote. Ses mains se refermèrent sur les draps, les doigts crispés. Elle suffoquait presque. Une imposture. Un théâtre sordide. Elle revoyait Mireille, souriante, lui offrir un jus de fruits, lui dire « Tu as de la chance, tu as un homme bien. Tu sais, ce genre de perles, faut pas le laisser filer. » Et Malik, derrière ses gestes tendres, qui cachaient un monde souterrain fait de mensonges et de mépris. Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce comme une lionne blessée, puis se retourna vers le téléphone. Elle le reprit, relut encore une fois les messages, pour ne rien laisser au doute. Elle voulait imprimer chaque mot dans sa mémoire. Graver à jamais leur duplicité dans sa chair. Elle voulait se souvenir, pour ne plus jamais tendre l'autre joue. Alors elle se redressa, essuya ses larmes d'un revers de main, et se dit à voix basse, comme une promesse. Vous avez creusé une tombe pour moi. Mais c'est vous qui allez y tomber. Le regard d'Hawa avait changé. Il n'était plus perdu. Hawa resta figée, les yeux rivés à l'écran, incapable de détourner le regard. Le téléphone vibrait légèrement dans sa paume, mais c'était son cœur qui tremblait le plus. Les messages défilaient, un à un, implacables. Et chaque mot était un clou planté dans le cercueil de ce qu'elle croyait être sa réalité. Mireille. Elle n'était pas seulement une femme blessée ou une amante manipulatrice. Non. Ce qu'Hawa lisait dépassait l'entendement. Des échanges avec plusieurs hommes, certains mariés, d'autres influents, des promesses creuses, des photos compromettantes, des rendez-vous d'hôtel à des heures impensables. Mais ce n'était encore rien comparé à ce qu'elle découvrit ensuite. Une conversation, vieille de plus d'un an, avec un contact enregistré sous le nom de Papa Coffee. Elle faillit ignorer le nom, croyant à une quelconque figure paternelle. Mais la curiosité la poussa à ouvrir. Et ce fut comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Mais juste 3 gouttes dans sa boisson du soir. Pas plus. Son cœur s'arrêtera dans son sommeil. Ça passera pour une crise. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà testé sur 2 autres. Fais vite, qu'on en finisse. Et pour la maison de son frère ?
Je t'ai mis la potion pour que personne ne se doute. Ton mari signera ce qu'il faut. C'est toi qui auras tout. Hawa étouffa un cri. Un meurtre. Elle avait tué son mari. Et ce n'était pas tout. Plus bas, des messages plus récents, envoyés pendant que Mireille vivait chez elle. Maman Hawa commence à se méfier? Non, elle ne voit rien. Je fais comme tu m'as dit. J'ai brûlé le mélange sous son lit. Depuis, elle est confuse, fatiguée, elle ne capte rien. Bien. Mélange les gouttes dans la sauce ce soir. Il tombera amoureux de ton odeur. Déjà fait. Il me regarde comme s'il m'avait toujours connu. Je crois qu'on y est presque. Hawa lâcha le téléphone. Elle chancela. Avança de quelques pas, tituba jusqu'à la chaise près de la coiffeuse et s'y laissa tomber. Ses mains tremblaient comme des feuilles en plein orage. Mireille l'avait ensorcelée. Elle l'avait empêché de voir, de sentir, de comprendre. Et Malik, sous l'influence de ses potions, était tombé lentement, inévitablement, dans ses filets. Et elle vivait avec elle. Mangeait avec elle. Dormait sous le même toit. La croyant brisée, fragile, en détresse. Alors qu'elle tissait une toile diabolique dans son dos. Un haut-le-cœur la saisit, mais elle se retint. Pas maintenant. Elle reprit le téléphone, les larmes embuant sa vue. Elle avait besoin de quelqu'un. De la seule personne qui avait toujours vu clair, même dans l'ombre, sa mère. Elle appela. Sa voix tremblait, déchirée, lorsqu'elle répondit. Allô, maman? Hawa? Tu pleures? Qu'est-ce qu'il se passe, mon enfant? Il y eut un silence, lourd, chargé de tout ce qu'Hawa ne savait pas comment dire. Puis sa voix se brisa. Tu avais raison, maman. Tu avais raison sur tout. Mireille. Elle éclata en sanglots, la poitrine secouée. Sa mère, à l'autre bout, restait silencieuse. Attentive. Présente. Hawa reprit, entre deux respirations heurtées. Elle n'est pas morte. Elle était le mécano. Elle parlait à Malik tous les jours pendant qu'elle vivait ici. Ils avaient tout planifié. Elle a tué son mari, maman. Elle le tuait pendant qu'on la pleurait presque. Et moi, je lui donnais à manger. Je la défendais. Sa mère poussa un soupir long, douloureux, puis murmura. Mon Dieu. Hawa continua, les mots dévalant comme une rivière incontrôlable. Elle m'a jeté un sort. C'est pour ça que je ne voyais rien. Maman, elle a mis des choses sous mon lit. Elle m'a manipulé, et maintenant elle veut partir avec Malik. Il prévoit de me laisser. Elle m'a pris tout ce que j'avais. Même ma conscience. Un silence. Puis, avec une voix ferme, pleine de gravité, sa mère lui dit. Écoute-moi bien, Hawa. Tu es mon enfant. Et tu vas te relever. Mais cette fois, on ne prie pas seulement. On agit. On va défaire ce qu'elle a fait. On va rendre à cette fille chaque larme qu'elle t'a volée. Chaque sourire qu'elle t'a arraché. Elle a creusé une fosse, mais elle ne sait pas que tu es la fille de ta mère. Les larmes d'Hawa s'arrêtèrent net. Une chaleur nouvelle s'était allumée dans sa poitrine. Une colère pure. Une force ancienne. Une lucidité retrouvée. Elle regarda autour d'elle, son esprit se mettant lentement en mouvement. Il était temps d'agir. La colère d'Hawa s'était transformée en feu froid, méthodique, précis. Elle n'allait plus pleurer. Elle n'allait plus trembler. Elle allait mettre fin à ce cauchemar, avec calme et justice. Elle et sa mère se rendirent au commissariat, le téléphone de Mireille bien serré dans la main. Elles exposèrent tout aux enquêteurs, les conversations, les photos, les fichiers audio, les messages avec Papa Kofi, les preuves de sortilège, de manipulation, de meurtre, de falsification, de détournement, de séduction planifiée. Les policiers, d'abord sceptiques, changèrent de ton lorsqu'ils commencèrent à lire les messages. Un silence tendu s'installa dans la pièce, coupé seulement par les soupirs exaspérés des officiers en tournant les pages des transcriptions. Le commandant hocha la tête et déclara. On va mettre Malik sur écoute. Si tout ce que vous dites est vrai, il finira par se trahir. Et on saura où et quand il compte se retrouver. 3 jours plus tard, les écoutes révélèrent un échange vocal entre Malik et un numéro inconnu,
que les enquêteurs identifièrent rapidement comme étant celui de Mireille. La voix féminine, modifiée mais reconnaissable, disait « Je t'attendrai au point habituel, vendredi à 19h. Tu n'as rien oublié? Ton passeport, l'argent, les bijoux? On ne laisse rien derrière, Malik. » Rien. La voix de Malik, basse, hésitante. « Oui. J'ai tout. » Elle ne se doute de rien. Hawa sentit ses entrailles se nouer. Le piège fut mis en place avec la plus grande précision. La police déploya une équipe discrète autour du lieu de rendez-vous, un vieux quai isolé, en bordure de ville, là où les embarcations privées accostaient. Vendredi soir, 18h45. Hawa, debout dans l'ombre, aux côtés de sa mère et d'un inspecteur. Ses poings serrés, son souffle court. Chaque minute qui passait semblait une éternité. À 18h58, une voiture noire s'arrêta. Malik en sortit, un sac à la main. Il regardait autour de lui, nerveux. 2 minutes plus tard, une silhouette féminine sortit d'un fourré à quelques mètres du quai. Mireille. Vivante. Elle s'approcha de Malik. Il lui tendit la main. Elle sourit. C'est à ce moment-là que les projecteurs s'allumèrent. Des policiers surgirent de tous les côtés. Mireille n'eut même pas le temps de fuir. Elle fut plaquée au sol par 2 agents en civil. Main en l'air. Vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité, tentative d'homicide, escroquerie, falsification, pratiques occultes et complicité de meurtre. Malik, tétanisé, se retourna pour fuir. Mais Hawa sortit de l'ombre. Ne fais pas ça, Malik. Il s'arrêta net. Puis ses yeux tombèrent sur Mireille, menottée, haletante, les cheveux éparpillés, les yeux fous de surprise. Et juste derrière elle, la mère d'Hawa. Calme. Digne. Silencieuse. Mireille la vit. Hawa s'avança lentement, le cœur en feu. Elle s'arrêta à quelques pas de Mireille, croisa son regard. Un regard qu'elle avait cru connaître. Celui d'une femme qu'elle avait nourrie, aidée, logée. Et pourtant, il n'y avait là ni honte, ni regret. Juste un vide. Elle demanda, d'une voix posée mais tranchante. « Pourquoi, Mireille? Pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi moi ?» Silence. Mireille la fixa. Son regard vacilla un instant, comme si une réponse luttait au fond de son âme. Mais aucun mot ne sortit. Rien. Pas une excuse. Pas un mensonge. Rien. Juste ce silence glacial. La policière l'écarta sans ménagement. Vous aurez tout le temps d'expliquer au juge. Mireille fut emmenée. Menottée. Terrassée. Et Malik, lui, fut interpellé sur place. Non pour meurtre encore, mais pour complicité, recel de documents, entrave à la justice. Et s'il restait des traces de son implication dans la mort du mari de Mireille, il serait 2 à en payer le prix. Hawa regarda la scène. Sans joie. Sans triomphe. Seulement une immense tristesse. Mais aussi, un profond soulagement. Elle tourna les yeux vers sa mère, qui posa une main ferme sur son épaule. « Tu as bien fait, mon enfant. Tu t'es levé. Tu t'es battu. Et maintenant, tu vas guérir. » Et pour la première fois depuis longtemps, Hawa sentit que la nuit était enfin terminée. Dans les jours qui suivirent l'arrestation, la maison sembla plus vide que jamais. Pas seulement parce que Malik n'y était plus, mais parce que l'illusion s'était effondrée. Le mensonge avait été chassé, et avec lui, tout ce qui rendait cet espace habitable. Hawa passa des heures à nettoyer. Non pas seulement les pièces, mais les énergies. Elle aéra chaque recoin, brûla de l'encens, jeta les objets que Mireille avait touchés, cuisinait dans une vaisselle neuve, dormit dans de nouveaux draps. Un ménage rituel. Un exorcisme de sa vie passée. Chaque geste, chaque pas, chaque respiration, était une reconquête de son espace. De sa dignité. De sa vérité. Elle décida de tout raconter à la justice. D'aller jusqu'au bout. D'aider les enquêteurs à faire la lumière sur tous les crimes. Même si cela signifiait remuer la boue, exposer les secrets, regarder ses propres aveuglements en face. Elle ne voulait plus jamais se mentir. Mais elle ne le fit pas seule. Sa mère resta auprès d'elle. Présente. Solide.
aimante. Et Hawa se redécouvrit à travers cette épreuve, une femme forte, lucide, capable de faire face, même quand le monde s'effondre. Des mois passèrent. Le procès fut long. Les chefs d'accusation lourds. Mireille fut reconnue coupable de complicité d'assassinat, fraude, sorcellerie à but criminel, et escroquerie. Elle fut condamnée à de longues années de prison. Malik, lui, écope de plusieurs années fermes pour complicité et dissimulation de crime. Quand il croisa une dernière fois le regard d'Hawa au tribunal, il n'osa pas soutenir ses yeux. Elle ne trembla pas. Puis elle tourna la page. Hawa vendit la maison. Changea de ville. Ouvrit une petite boutique de livres et de tisanes, un endroit paisible et discret, où les gens venaient chercher des histoires et un peu de chaleur. Elle avait appris que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais on peut vivre avec. On peut vivre mieux. Un jour, une cliente lui dit. Votre sourire a quelque chose de vrai. D'apaisé. Elle répondit simplement. Parce qu'il est né dans les cendres. Et il a choisi de rester. Et dans son cœur, il n'y avait plus de haine. Plus de peur. Seulement cette certitude tranquille. Elle avait survécu. Elle avait compris. Et maintenant, elle était libre. Si cette histoire t'a touché, alors écoute bien. Parfois, la trahison vient de ceux qu'on accueille sous son toit. Mais même au cœur de la tempête, il y a toujours une lumière qui nous guide vers la vérité. N'oublie jamais, ce n'est pas la douleur qui nous détruit, c'est le silence. Et Hawa, elle a choisi de parler, de se battre, et de renaître. Si toi aussi tu crois en la justice, en la résilience, et en la force des femmes, alors abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, puissantes et pleines d'enseignements. Dis-nous en commentaire, d'où nous regardes-tu? Ton pays, ta ville. On est curieux de savoir d'où cette famille de passionnés grandit chaque jour. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre présence, vos likes, vos partages, c'est ce qui nous donne la force de continuer à raconter, avec le cœur. À très vite pour une nouvelle histoire. Et surtout, prends soin de ton cœur.